Matryoshka. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être présents ici à Grande Contrôle, à Paris, pour cette première édition du festival Matryoshka. Première édition, un premier pas, on n'oblige jamais une première fois. Donc je suis très heureux de participer à ce premier festival organisé de main de maître par Sandra Freeman et Fanny Postic qui m'ont donc invité à parler de la société du sans contact, à parler de la manière dont le numérique peut arriver à créer du lien ensemble, ou du moins, enfin par moment, il peut y avoir aussi un effet pervers et ce lien peut être distendu. Tiens, Sandra d'ailleurs qui passe. On peut applaudir Sandra pour son festival, voilà. Je t'en prie. Donc la question qui va nous animer là, dans ce premier temps, avant qu'on puisse en discuter lors d'une table ronde avec deux personnes qui vont nous expliquer le métavers et la manière dont ce nouveau monde, un lien social et un lien intergénérationnel peut exister. Je vais vous parler de cette société du sans contact, qui est un ouvrage que j'ai rédigé pendant le confinement, ce moment que nous avons tous traversé, où nous étions cloisonnés, reclus chez nous, et puis en même temps, à distance, on a tenté de communiquer, de continuer à travailler, de continuer à s'échanger des messages amoureux ou non. Et ça a été un moment d'accélération de ces technologies qui, paradoxalement, dans une promesse d'hyperconnexion, peuvent avoir tendance à nous éloigner les uns des autres. C'est ce que l'universitaire américaine Sherry Turkle appelle le seul ensemble. C'est-à-dire qu'on a beau être les uns à côté des autres, on est chacun de notre bulle, chacun de notre monde. Et il faut parvenir à créer des ponts, des passerelles, des frontières pour communiquer les uns avec les autres. Et ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que par rapport à la promesse justement des architectes du nouveau monde, des GAFAM que vous connaissez bien, c'est toujours de tenter de rendre le monde meilleur. Et on va essayer de comprendre ensemble comment ces réseaux sociaux, ces applications peuvent être designés pour capter notre attention et pas forcément à des fins on va dire enthousiastes et positifs et des fins de communion, mais plutôt d'individualisation qui sert finalement un modèle économique. Alors, je vais vous montrer une petite image qui va être derrière du côté de la régie, qui devrait arriver notamment. Ce sont les Smobies. Alors, les Smobies, est-ce que vous savez ce que veut dire le terme? D'où vient ce terme? On va faire un petit peu d'interactivité puisqu'on a la chance, nous, d'être en contact et en lien les uns à côté des autres. Qui veut tenter? Voilà, c'est un petit jeu Smobies. À votre avis, ça veut dire quoi? C'est une contraction de deux mots. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut tenter sa chance? Personne n'a aucune idée. Oui, au fond. Ah, au fond. Non, Sandra, tu ne joues pas, puisque je t'ai donné les réponses juste avant. Oui. Smartphone et zombie. Bravo, vous vous appelez comment? Pardon? Fanny, 1 point pour Fanny. On peut applaudir Fanny sur ce point, sur la droite. Voilà, bravo Fanny. Donc, smartphone et zombie, cette idée que finalement, ce smartphone qui est arrivé dans nos vies il y a moins d'une quinzaine d'années, ou à peu près une quinzaine d'années, un outil qui a complètement transformé notre quotidien. Je pense qu'ici, tout le monde en a un, tout le monde le consulte des dizaines, des centaines de fois par jour. On y passe tous en tout cas, on est beaucoup à y passer plusieurs heures par jour sur ce téléphone, qui est devenu une sorte d'extension de nous-mêmes, une sorte d'interface continue avec le monde. On s'en sert pour se déplacer, on s'en sert pour s'orienter, on s'en sert pour communiquer, on s'en sert pour travailler, on s'en sert pour voyager. Parfois même, on voyage à travers un écran au lieu de pouvoir profiter d'un paysage véritablement. C'est un exemple. Et donc, les Smobies sont dans certains pays où il y a un taux d'équipement de smartphones qui est quasiment de l'ordre de 90 ou 95%, comme en Corée du Sud, ou dans certaines provinces chinoises, un véritable fléau, puisque ces piétons qui regardent et qui sont absorbés par leur téléphone portable peuvent mettre leur sécurité en danger, peuvent être renversés par des bus, créer des accidents. Et ce qui m'a semblé intéressant dans la manière dont ces différents pays ont tenté de lutter contre les Smobies, c'est d'avoir, au lieu finalement de s'interroger sur ce que ça voulait dire, d'être dans une société où on est tous comme ça captés par un petit écran et qu'on continue à avancer, essayer plutôt de trouver des remèdes pour accepter ce comportement, à savoir ces piétons qui, au lieu de regarder la route, au lieu de regarder les feux rouges, regardent leur téléphone portable. Donc il y a eu quelques tentatives qui ont été faites dans ces pays. Je vous le disais, ça a eu lieu à Singapour, en Corée du Sud ou en Chine. Donc là, par exemple, vous avez en haut à gauche
des couloirs qui sont dédiés avec les personnes qui utilisent un téléphone portable. Donc sur un couloir entier, on a le droit d'être un zombie du portable, en train de le regarder comme ça, d'avancer à 2 à l'heure. Et sur la gauche, on part du principe qu'on n'a pas de portable. On a une expérience aussi qui s'est déroulée notamment à Amsterdam avec ces petites LED qui sont en fait des LED synchronisées avec les feux rouges et les feux verts. C'est-à-dire que lorsque le feu passe au rouge, hop, la petite LED au-dessus de pied devient rouge. Quand c'est vert, elle passe au vert. Donc on part vraiment du principe qu'on ne cherche plus à faire en sorte que l'humain lève les yeux et que finalement ça devient une habitude, un usage qui est rentré vraiment dans la société, d'accepter qu'on a les yeux rivés sur son écran au point où on leur met des petites LED. Alors là, on pourrait se dire, oui, mais c'est des pays un peu lointains, il nous dit la Corée du Sud, il nous dit la Chine, bon certes les Pays-Bas, mais c'est arrivé aussi là tout dernièrement en France, sur la ligne de bus 39 de la RATP. Donc ils ont mis en place une application qui s'appelle AMY, A-M-Y. Quand vous la téléchargez, et que vous déambulez sur la ligne 39 de bus, lorsque le bus klaxonne, ça fait baisser en fait le son de votre smartphone. On part du principe que vous avez votre casque. Donc quand il klaxonne, le son s'arrête dans votre casque, au sein de vos oreilles. Et donc vous vous dites, tiens, il se passe quelque chose, je lève donc les yeux et je laisse le bus passer. Donc ce qui est vraiment intéressant à comprendre, je trouve ici, c'est la manière dont la société connectée a presque baissé les bras devant ce nez et cette tête qui se baissent aussi vers le smartphone. Et au lieu, encore une fois, de questionner l'usage, de ce pourquoi nous sommes tant dépendants de ce téléphone portable, on accepte. Et on se dit, finalement, c'est comme cela, donc autant mettre des LED de toutes les couleurs ou faire synchroniser un klaxon avec une application pour éviter que les humains se mettent en danger. Donc cette tendance va, a priori, s'accroître, puisque chaque jour qui passe augmente le taux d'équipement du smartphone. Et puis demain, on en parlera peut-être dans la table ronde suivante, ce sera peut-être pas forcément un smartphone que nous aurons, mais peut-être des lunettes connectées qui feront office d'un téléphone. Et puis après-demain, ce ne sera peut-être plus des lunettes, ce sera tout simplement des lentilles, et on ira vers une hybridation technologique entre l'homme et la machine. C'est vraiment une tendance actuelle. D'ailleurs, on le voit tous, tous ces outils technologiques sont vers une miniaturisation, et on va totalement vers une sorte d'humain augmenté, même si augmenté est un terme qui pourrait paraître positif, et ce serait tout un questionnement de savoir si on est vraiment augmenté lorsque la technologie s'invite à l'intérieur de nous. Alors évidemment, ce discours peut paraître un petit peu caricatural ou un petit peu manichéen. Il y a beaucoup d'usages très positifs de l'hybridation entre l'homme et la machine. On voit que c'est beaucoup utilisé notamment par l'armée, par toutes les armées du monde. C'est ce qu'on appelle le soldat augmenté. Ça peut permettre de renforcer les défenses immunitaires d'un soldat. Ça peut permettre de créer des exosquelettes. Ça peut permettre d'augmenter la vue, l'acuité visuelle, l'ouïe, etc. Mais c'est intéressant de voir tout de même comment cette hybridation nous pousse à être encore une fois les uns éloignés des autres, puisque c'est tout le sujet de ce festival qui questionne le lien intergénérationnel. Et la question, c'est de savoir comment on communique les uns avec les autres. A priori, pas lorsqu'on est seul, ensemble. Je vois que des gens arrivent, n'hésitez pas à vous installer. C'est comme ça qu'on sera encore plus nombreux et donc encore plus ensemble. Alors pour essayer de comprendre pourquoi, justement, en étant capté par ces smartphones, il y a des techniques qui sont employées. On va voir ça dans la slide suivante à travers le travail d'un artiste qui s'appelle Kevin Lo, que je vous recommande. Allez voir son compte Instagram, allez voir son site. C'est un artiste qui vient de Singapour. Et justement, Singapour fait aussi partie des pays qui ont mis en place des couloirs spéciaux et spécifiques pour les zombies du téléphone. Et Kevin Lo, il fait ce genre de création que je trouve assez forte, où on voit donc une tapette à souris avec un like, on voit les différents réseaux sociaux qui sont comme des sucettes, ou encore un papier à rouler. Donc c'est évidemment cette analogie entre les réseaux sociaux et une addiction. Alors ça, c'est un terme qui est très contesté, l'analogie entre réseaux sociaux et drogue. Moi, je ne pense pas que les réseaux sociaux soient aussi dangereuses que le tabac, etc. On n'a pas du tout la même addictologie, mais ce qui est intéressant, c'est de voir nos comportements et de comprendre pourquoi on peut avoir une sorte de pulsion pour pouvoir les consulter à chaque instant. Il faut savoir comment ces réseaux sociaux sont conçus. Vous savez, quand on parle de la technologie, il y a une grande phrase qui a tendance à dire que ce n'est qu'un outil et on peut en faire le bien ou le mal, le pire ou le meilleur. Beaucoup de gens prennent l'analogie du marteau, c'est-à-dire qu'un marteau, vous pouvez planter un clou, faire quelque chose de bien, ou fracasser la tête de votre voisin, a priori quelque chose de mal. Moi, je pense que c'est pas aussi neutre que ça.
C'est-à-dire que la manière dont les réseaux sociaux sont tout de même conçus, elle nous oriente plus vers une pente qui irait plus vers une pente, pour moi, avec des effets négatifs et toxiques que l'inverse. Et pour ça, je vais vous donner quelques petits exemples de la manière dont ces réseaux sociaux sont conçus pour arriver à capter notre attention. Alors, est-ce que vous connaissez la technique du bol sans fond ? Ça, on a vu que tout à l'heure, c'est Fanny qui avait pris un... Comment ? Oui, qui avait opté un point. Alors, bol sans fond, qui veut jouer ? À votre avis, la technique du bol sans fond, qui est une technique qui peut avoir lieu sur les réseaux sociaux dans nos usages, qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce que quelqu'un... Ah oui, il y a peut-être une réponse là. Oui ? Le scroll. C'est votre prénom ? Fanny, toujours. Ah, c'est toujours. Non, Allez, Fanny, vous voulez gagner, mais vous changez de place en plus, non ? Ou quoi ? Ou il y a que des Fanny, c'est ça ? C'est le congrès des Fanny. Mais c'est bien, je ne savais pas, moi. Alors, Fanny, le scroll. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire exactement, le scroll ? Ça ressemble à ça. Mais pourquoi on appelle ça le bol sans fond ? Et à votre avis, pourquoi ça nous permet... Enfin, pourquoi ça nous pousse à ne jamais s'arrêter dans l'usage du scroll ? Il n'y a pas de fin au scroll, c'est toujours des choses qui nous intéressent, je pense. Alors, c'est pas forcément toujours des choses qui vous intéressent, mais c'est toujours des choses qui vous arrivent. C'est-à-dire qu'au départ, il y a forcément quelque chose qui vous a intéressé, qui a capté votre attention, donc vous y êtes allé sur un fil Instagram ou autre. Et puis derrière, vous allez continuer, jusqu'à tomber justement sur des informations qui ne vous intéressent plus, mais vous ne savez pas pourquoi, vous restez dessus. Et puis là, quand vous pensez passer 20 secondes ou 3 minutes sur Instagram ou sur Facebook ou sur Twitter, vous regardez votre montre, si tant est que votre montre, vous en ayez une, sinon vous regardez votre téléphone portable et vous vous rendez compte que vous venez de passer une demi-heure ou 35 minutes. Donc en fait, cette technique du bol sans fond, c'est une technique qui a été utilisée par la plupart des réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux se servent quand même d'une sorte de psychologie comportementale qui a été étudiée dans les années 70 pour trouver les failles et les vulnérabilités de notre cerveau. C'est qu'à partir du moment où on n'a pas de signaux fins, on a tendance à continuer. Lorsque vous regardez un film, à la fin, il y a un générique. Donc le générique dit à votre cerveau, le film est terminé, tu peux maintenant passer à autre chose. Lorsque vous regardez une série télévisée, c'est pareil. Lorsque vous lisez un journal ou un article, il y a une signature qui vous indique que c'est la fin de quelque chose. Et c'est généralement cette fin où le cerveau se dit, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer ? Est-ce que j'ai vraiment envie de lire un deuxième article, de lire une page suivante ou un autre chapitre ? Et à ce moment-là, vous pouvez potentiellement vous endormir ou passer à autre chose si on est sur un moment de sommeil. Sur les réseaux sociaux, il n'y a jamais de fin. Jamais. C'est pour ça qu'on appelle ça un bol sans fond. C'est-à-dire que vous pouvez scroller, comme vous dites. Donc scroller, c'est faire défiler son fil d'actualité, mais jusqu'à l'infini. C'est-à-dire que vous pouvez remonter sur des publications de 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine en arrière. Donc ça ne s'arrête pas. C'est ce qu'a tenté de faire aussi Netflix. Par exemple, Reed Hastings, le fondateur de Netflix, avait dit notre principal concurrent, ce n'est pas Amazon, ce n'est pas Disney+, ce n'est pas Arte.tv, peu importe, notre principal concurrent à nous, Netflix, c'est le sommeil des utilisateurs. Donc c'est comment faire en sorte que les usagers, les utilisateurs de Netflix restent sur la plateforme au détriment même de leurs heures de sommeil. Donc pour ça, il y a la fameuse lecture automatique des épisodes que vous avez tous connue. Vous savez, un épisode s'enchaîne avec un autre. Il s'enchaîne en 15 secondes. C'était une durée qui avait été imposée par Netflix, qui est déjà une durée assez courte. Et ils viennent de la réduire récemment à 6 secondes. C'est-à-dire qu'en 6 secondes, votre cerveau n'a même pas le temps de réfléchir pour savoir si c'est sain, bien ou pas bien d'arriver à l'épisode 2, que l'épisode 2 s'est déjà enclenché dans une série, puis l'épisode 3, puis l'épisode 4. C'est ce qui fait qu'on vit peut-être quelque chose que vous avez tous vécu ici, de se dire, voilà, je me suis couché à 4h du matin, j'aurais pas dû, etc. Donc, encore une fois, tout ça, ce sont des techniques de captation de l'attention, puisque toute l'économie des réseaux sociaux fonctionne là-dessus, sur le capitalisme de l'attention. On peut en citer d'autres, qui sont tout simplement les notifications, par exemple, ces petits points lumineux qui vous indiquent qu'il y a quelque chose à voir. Ça vient, encore une fois, d'une expérience qui a été menée dans les années 70, qui s'appelle la récompense aléatoire. C'était des choses qui ont été faites avec des souris, par exemple. C'est-à-dire que si vous avez une souris et que vous lui mettez en face d'elle-même un petit distributeur de nourriture, à chaque fois qu'elle appuie, elle obtient de la nourriture, et quand elle n'appuie pas, elle n'a pas de nourriture. On se rend compte que quand la souris est exposée à ce distributeur, qui est un distributeur régulé, c'est-à-dire j'appuie, j'obtiens, je n'appuie pas, je n'obtiens pas, on se rend compte que la souris arrive globalement à très bien s'en sortir et à manger à sa faim.
C'est-à-dire quand elle a faim, elle appuie, et puis quand elle n'a pas faim, elle n'appuie pas. Lorsqu'on met en place dans ce distributeur ce qu'on appelle des récompenses aléatoires, c'est-à-dire que j'appuie, parfois j'ai à manger, mais parfois j'ai pas à manger, parfois je vais avoir un autre objet, parfois je vais rien avoir, c'est-à-dire que quand on voit que l'outil est un petit peu cassé, on se rend compte que la souris, finalement, va continuer constamment à appuyer et va parfois même manger au-delà de sa faim. C'est-à-dire que là, ce qui importe dans le comportement, c'est d'appuyer. C'est un petit peu comme la logique en fait, de la machine à sous dans les casinos. Ce qui compte, en fait, c'est le plaisir de tirer, d'appuyer sur la machine et de gagner ou pas gagner, et de savoir qu'on ne peut pas gagner tout le temps. Les notifications, c'est un petit peu ça. On a quelque chose qui s'allume, mais on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Est-ce que c'est quelqu'un qui va nous liker? Est-ce que ça va être quelque chose d'insignifiant? Est-ce que ça va être une publicité? Est-ce que ça va être un message? Est-ce que ça va être un mail? Et en fait, c'est le fait qu'on ne sache pas ce qui va se passer derrière qui génère cette récompense aléatoire qui fait qu'on devient un petit peu accro. Et d'ailleurs, vous remarquez que quand vous parlez de scroller, c'est donc ce mouvement de haut en bas qu'on fait avec le pouce. Ça, c'est pareil. Ce mouvement d'actualisation, d'ailleurs, on peut un peu le comparer aux machines à sous à l'époque, qui était le bandit manchot, qui était aussi une action en fait, physique qui donnait lieu à un plaisir de savoir si on allait gagner ou perdre à une machine. Quand on scrolle, il y a cette même idée. On pourrait tout à fait avoir une actualisation automatique sur ces plateformes. Or, les ingénieurs ne le mettent pas en place. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un engagement corporel du pouce ou de la main pour chercher ou non une récompense. Donc tout ça, ce sont donc des technologies qui ont été mises en place. D'ailleurs, pour revenir sur l'analogie du casino, vous savez bien que dans un casino, il n'y a jamais d'horloge. Dans un casino, bien souvent, on ne sait jamais s'il fait nuit ou s'il fait jour. Le but du jeu, c'est qu'on y passe le plus de temps possible et qu'on soit en manque de repères. Il n'y a jamais une horloge dans un casino. Pendant longtemps, sur les téléphones portables, il n'y avait pas non plus d'horloge. C'est-à-dire qu'on ne savait pas combien de temps on pouvait passer sur un réseau social. Et c'est par la pression du public, par la pression de l'opinion, par la pression médiatique aussi, que depuis quelques années, maintenant, il y a un temps d'écran qui devient obligatoire en fait sur par exemple les iPhones et qui peut nous indiquer à chaque moment combien de temps on passe sur notre téléphone. Et c'est souvent ce temps d'écran qui nous met face à une réalité qu'on ne veut jamais voir en se disant mais j'aurais jamais imaginé que je passais autant d'heures sur mon téléphone portable. Donc ils ont été obligés de mettre une horloge quelque part, un petit peu perdue dans un téléphone portable, mais tout ça, ça vient de la pression justement du public, de la pression des consommateurs et de la pression des médias, parce qu'on a bien vu tous qu'on est passé quand même au niveau des technologies d'une phase d'enchantement à une phase de désenchantement. C'est à un moment où on pensait que ces outils étaient assez merveilleux, à un moment où la toxicité de ces réseaux sociaux ont été documentés, prouvés par de nombreux scandales, dont dont Facebook a été la cible et l'objet, encore très récemment, avec la lanceuse d'alerte Frances Haugen, qui est une ancienne employée de Facebook, qui a révélé dans la presse américaine des documents internes qui prouvaient que la plateforme était tout à fait consciente de la toxicité de son réseau social et pour autant a continué à le mettre en place sans forcément tenter de l'améliorer parce qu'il était rentable économiquement. Donc, ça, c'est ce qu'on peut voir sur le travail de Kevin Lowe qui arrive à le décrire et à le pointer du doigt de manière très intéressante. On va peut-être passer également à la slide suivante où j'ai envie de vous raconter cette histoire. L'histoire du Broccoli Tree, qui me semble une histoire assez intéressante. Est-ce que Fanny connaît l'histoire du Broccoli Tree ? Non. Est-ce que la deuxième Fanny... Est-ce que vous, les Fanny, ça vous parle, le Broccoli Tree ou pas ? Bon. Alors, l'histoire du Broccoli Tree... c'est l'histoire de cet arbre que vous voyez qui est quand même très joli, qui se situe en Suède au bord du lac de Vättern, et c'est l'histoire de Patrick Svelberg qu'on va donc appeler Patrick. Patrick est photographe et tous les matins pour aller vers le chemin de son travail, il passe devant cet arbre qu'il a lui-même qualifié de brocoli tree parce qu'il a une forme de brocoli. Et donc tous les matins il prend cet arbre en photo et il adore ça. Et il le prend d'ailleurs à chaque moment, chaque journée, en dépit des saisons qui passent. Il met ça dans son petit répertoire et on a peut-être tous eu cette sensation, nous, d'avoir un arbre qui devient un compagnon, qu'on regarde, qu'on voit avec un moment assez spirituel, où c'est peut-être juste quelques secondes comme ça dans la journée, mais c'est un moment où on se sent en communion avec la nature. Et donc Patrick prenait ses photos pour lui, dans son répertoire, de cet arbre figé, de cet arbre qui voyait lui aussi la vie et les saisons défiler. Et puis un jour, Patrick, il a voulu créer un compte Instagram qui va s'appeler le compte du Broccoli Tree. C'est-à-dire qu'il a voulu créer un compte Instagram pour justement publier ces magnifiques photos de son compagnon, l'arbre brocoli. Et donc, il le crée
il publie donc quasiment chaque jour une photo du Brocoli Tree. Les gens trouvent ça super sympa d'avoir un compte Instagram du brocoli, commencent à s'abonner, et eux aussi, comme Patrick, prennent plaisir chaque jour à regarder ce Brocoli Tree évoluer au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Au fil du temps, bien, le Brocoli Tree gagne à peu près 30 000 abonnés sur Instagram. Alors on est à peu près dans les années 2015-2016, donc c'est déjà pas mal. 30 000 abonnés, c'est quand même une belle notoriété pour cet arbre. Au point qu'il commence à générer une sorte de buzz quand même sur les réseaux sociaux. On se dit, ah bah tiens, abonne-toi, il y a l'arbre du brocoli, c'est génial, regarde cet arbre, il est super, abonne-toi, c'est top, c'est top, c'est top. Donc Patrick est très content parce qu'il se dit, tiens, son copain, l'arbre commence à être assez populaire, il participe d'ailleurs abondamment à sa popularité, au point où finalement des gens qui sont suédois, puisque je le rappelle, il est à côté du lac Värtan, vont peut-être se dire, tiens Patrick, je vais essayer de le voir en vrai, puisque je le vois en photo, j'essaie de savoir un peu où il se trouve. Et puis, il devient tellement connu cet arbre qu'il devient géolocalisé sur Google Maps. C'est-à-dire qu'assez vite, il y a vraiment un point qui dit, voilà, ça c'est le point du Brocoli Tree, parce que comme je vous le disais, c'est devenu un petit phénomène sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc il devient localisable. Et donc des gens viennent le voir en vrai, font des photos du Brocoli Tree, et puis d'autres se disent, tiens, si ça se trouve c'est peut-être un arbre porte-bonheur, je vais aller arracher une petite fleur, une petite branche de ce Brocoli Tree, et puis peut-être je vais en arracher 2, et puis je vais commencer à y aller le soir, et puis tiens, je vais m'asseoir sur une branche, et puis forcément arrive ce moment où il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui vont commencer à le casser, qui vont commencer à le dégrader. Et puis plus ça va, plus le Brocoli Tree devient connu, plus des gens mal intentionnés se rendent autour de lui, et plus l'arbre devient lui-même menacé, car abîmé, altéré par la curiosité humaine qui a envie d'aller voir ce phénomène devenu virtuel, mais qui de manière concrète et réelle devient dégradé. Au point où finalement, à force de vivre comme ça des actes de vandalisme, le Brocoli Tree se fissure légèrement et devient dangereux pour la sécurité des habitants, au point que la mairie décide de passer à la slide suivante. Et voilà comment termine le Brocoli Tree. Alors, imaginez ce qui se passe dans la tête de Patrick. Patrick, lui, au départ, il faisait ses photos pour lui. Dans un désir qui était un désir qui peut sembler tout à fait louable, a voulu partager son arbre. Et en le partageant, il l'a mis en danger. Et puis en le mettant en danger, il l'a même, on va dire pour l'instant provisoirement scié. Alors évidemment, cette photo du Brocoli Tree rompu, du Brocoli Tree coupé, elle n'a jamais figuré, elle n'a jamais été publiée sur le compte Instagram du Brocoli Tree, qui aujourd'hui existe toujours, mais rend compte finalement d'une réalité qui n'est plus celle d'aujourd'hui. Donc je trouve que cette histoire-là, un peu tragique quand même, enfin tragique toute proportion gardée, un peu triste, est assez symptomatique de l'usage qu'on peut faire des réseaux sociaux et du danger qu'on peut avoir à partager des choses, à partager aussi une partie de notre intimité et comprendre que dans ce partage-là, il peut y avoir quelques dangers. C'est ce qui est arrivé aussi ces dernières années, on va dire, dans la prise de conscience qu'on pouvait tous avoir lorsqu'on publiait des photos de nos enfants, par exemple. C'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que l'arbre, il n'avait pas du tout demandé à être photographié, il a été photographié à son insu, pourrait-on dire, et ça lui aura coûté quelques branches et des feuilles. Mais lorsqu'on photographie, par exemple, des enfants qui sont donc mineurs, c'est à leur insu également, et on laisse pour autant une trace de nos enfants, et cette trace pourrait un jour se retourner contre eux, parce qu'on sait très bien que dans la société connectée, tout ce qui est publié sur un réseau social ou ailleurs laisse des traces. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut tout de même arriver à bien comprendre, c'est qu'il n'y a rien qui se fait de manière totalement fantomatique. Donc même les images de vos enfants ou de votre nourrisson, puisque j'en vois un au loin qui serait peut-être en train de vomir, et tiens, on pourrait le photographier parce que c'est marrant, etc. Finalement, cette photo pourrait un jour lui revenir et peut-être le pénaliser dans une recherche d'emploi, par exemple, surtout si c'est en restauration. Donc voilà cette histoire du Brocoli Tree qui, je trouve, nous fait réfléchir. Autre petite thématique que je souhaitais aborder avec vous et qui va nous lancer sur la table ronde de 15 heures qui sera consacrée au métavers, c'est justement la question, encore une fois, du lien et de la discussion. Je vais vous présenter un autre personnage
qui s'appelle James Vlahos. Et James Vlahos, il est américain, il est même californien, et c'est un journaliste américain un peu geek, qui sait très bien se servir des outils. Enfin voilà, il n'est pas non plus un spécialiste, mais disons que pour lui, voilà, les ordinateurs font partie de sa vie. Et James Vlahos, il a son père qui est mourant. Son père est atteint d'un cancer. Il sait que donc ses jours sont comptés, et puis il décide de faire quelque chose qui vous est peut-être arrivé à vous aussi, de recueillir des témoignages de son père, de l'enregistrer, de lui demander qu'il raconte sa vie, qu'il raconte son passé. Il vient de Grèce, donc il a eu toute une histoire de migration. Donc James se dit, voilà, c'est peut-être le moment de garder tout ça en mémoire. Donc pendant plusieurs mois, il prend note des récits de jeunesse de son père, qui était d'ailleurs un chanteur. Donc il avait quelques petits morceaux de chant. Et puis il note tous ces mots, tous ces récits, toutes ces histoires. Il remplit des carnets et des carnets. Et puis à un moment, il se dit, maintenant que j'ai tout ça en main, ça serait peut-être dommage de ne pas les numériser, de ne pas en faire quelque chose. Donc il commence à numériser tous les mots qui ont été dits ou écrits par son père, qui est toujours vivant, et il arrive à peu près à 90 000 mots qu'il finit par numériser. Et comme je vous disais qu'il était assez doué en informatique, il se dit, tiens, et si je tentais de créer un petit robot conversationnel, une petite machine conversationnelle, c'est-à-dire que je vais rentrer tous les propos de mon père, je vais l'appeler le dadbot, le robot paternel, et puis dans un petit système automatique, vous savez, ces robots conversationnels, on en a partout, c'est comme quand vous êtes sur un site internet et qu'on nous dit, est-ce que vous avez une question à poser, est-ce que vous avez un peu d'aide, vous écrivez une question, puis on vous répond, puis on a l'impression que c'est une véritable personne qui nous répond, or on sait très bien que c'est un système automatisé. Et puis James Vlahos va donc créer un programme de son père et de la vie de son père, en intégrant donc toute son histoire. C'est-à-dire que s'il demande au robot où est-ce que tu es né, le robot va dire, voilà, je suis né à tel endroit, en telle année, à quel moment tu t'es marié, quel est ton souvenir préféré, c'était où tes meilleures vacances. Toutes les questions que James a véritablement posées à son père, il en a posé beaucoup, ont obtenu une réponse qui est donc numérisée et intégrée donc dans ce robot conversationnel. Et puis pour que ce robot soit le plus fidèle possible, pendant un moment donné, James se dit, tiens, ce qui serait même intéressant, papa, c'est que tu poses des questions à ton propre robot. Donc son père s'amusait à questionner son avatar, finalement, en lui disant, où est-ce que j'ai passé mon voyage de noces. Et puis il regardait si le robot avait la bonne réponse, donc bien souvent il l'avait, puis s'il ne l'avait pas, il s'amusait à le corriger. Donc plus ça allait, plus on avait finalement un robot qui devenait compétent, qui devenait performant sur la vie de son père, du père de James, tout simplement parce qu'il avait été renseigné par son fils et puis renseigné par lui-même. Et puis malheureusement, plus ça allait, plus la santé de son père se dégradait. Donc plus on avait un homme et un humain qui étaient en train de décliner et qui en arrivait même à être confus, à ne plus trop savoir quels étaient ses véritables souvenirs, ou où est-ce qu'il avait grandi. Enfin voilà, il a été dans la confusion parce que pris par la maladie, plus ce robot devenait performant. Et puis arrive ce qui devait forcément arriver, son père meurt, et James garde ce robot. Et tous les jours, James a intégré ce robot dans Facebook Messenger, donc c'est pour ça que robot, le terme est peut-être pas bien trouvé, on va plutôt parler de machine conversationnelle. C'est ce qui fait que James, tous les jours, sur Facebook Messenger, peut parler avec son père, lui dire, sachant que le robot l'interpelle comme son père l'a toujours interpellé, ça va fiston, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et puis il lui répond, puis il a même fini par intégrer des petits morceaux de chant de son père, et on va se retrouver avec son père qui va se mettre à chanter, etc. Donc ça, c'est ce que James a fait de manière totalement artisanale, mais qui a séduit une grande partie de la population. On en a même créé une start-up derrière, on est donc toujours aux États-Unis, qui permet donc maintenant à d'autres personnes, de son vivant, de pouvoir créer une sorte d'avatar, de robot conversationnel pour tenter de dépasser ou tenter de toucher ce grand rêve d'une sorte de vie éternelle pour du moins ceux qui restent sur Terre et qui veulent avoir toujours la sensation de parler avec l'être disparu. Il y a une jeune Russe aussi qui a créé une application qui est très très populaire d'ailleurs en Russie et même en Europe de l'Est, qui s'appelle Replika, et qui fonctionne exactement sur la même manière, si ce n'est que ce fameux Replika, donc cet avatar, vous pouvez vous-même, dès maintenant, le créer et le nourrir. Ce qu'on appelle le nourrir en intelligence artificielle, c'est-à-dire que lui donner de la donnée, sachant que ce Replika de lui-même va récupérer la donnée que vous avez rendue accessible sur vos différents réseaux sociaux. On sait très bien qu'on livre beaucoup de données sur nous-mêmes, donc
Le réplica va déjà l'aspirer une fois que vous lui donnez tous les identifiants sur vos réseaux sociaux. Donc, intégrer vos photos Facebook, intégrer vos messages, intégrer vos amis. Et puis, de votre vivant, vous pouvez continuer à lui parler à votre avatar, à le nourrir. Et l'idée, c'est que le jour où vous allez disparaître, eh bien, ça soit réplica qui prenne la suite, qui prennent la continuité en fait de ce dialogue et vous survivent. Donc ça peut paraître assez insolite comme histoire, mais on est véritablement là dans une tendance très lourde sur le monde de la tech aux États-Unis, et pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire cette idée, encore une fois, de dépasser la mort. C'est d'ailleurs un rêve vieux comme le monde, mais on voit qu'aujourd'hui, on peut avoir des technologies qui peuvent nous donner cette impression-là. Sachant que, imaginez assez aisément que, quand je vous parlais même du dadbot de James, imaginez que ce soit pas qu'une machine conversationnelle, mais que ça soit la voix, tout simplement, du père de James. On arrive très facilement à le faire maintenant. De toute façon, il suffit même on a tous joué avec Siri, on a tous joué avec Alexa, tous ces assistants vocaux des grandes firmes dont l'anthropomorphisme est poussé quand même assez loin. On peut avoir l'impression qu'on parle à une vraie personne. Donc, si on avait la voix du père de James qui pourrait communiquer avec James, on franchirait encore un pas vers la confusion entre le réel et le virtuel. Et il y a un pas qui a été franchi encore plus loin. Là, ça nous amène en Corée du Sud. Je vais vous montrer quelques images dans un instant. Où là, c'est une maman qui a malheureusement perdu de manière dramatique sa fille de 7 ans. Et refusant donc cette mort, refusant que cette fille de 7 ans disparaisse, a décidé de tout faire pour tenter de la numériser et puis pour tenter de revivre des moments avec elle. Donc cette fille, elle s'appelle Naeong. Et puis pendant des mois, en fait, elle a confié tous les souvenirs, tous les documents, toutes les photos de Naeong à une entreprise sud-coréenne qui développe la réalité virtuelle. Et puis en prenant des comédiennes qui lui ressemblaient, on commençait à modéliser Naeong, on modélisait aussi des endroits qui lui étaient chers, comme par exemple un parc où elles avaient l'habitude d'aller toutes les deux pour fêter leur anniversaire. Et après plusieurs mois, on va suivre, là je vais vous montrer les images, les moments où la maman de Naeong va donc découvrir l'avatar de sa propre fille, au moment où elles se retrouvaient pour fêter leur anniversaire. Vous allez voir, c'est des images qui sont assez saisissantes et des images qui datent pourtant déjà d'il y a quelques années. Donc je vous laisse imaginer les progrès technologiques qui ont été faits depuis. Et tout cela d'ailleurs va nous ouvrir la table ronde suivante qui est sur la question de l'avatar, la question de la virtualisation. On regarde ces images. 엄마 어디 있었어? 엄마 항상 엄마 내 생각했어? 맨날 해. 나는 엄마 많이 보고 싶었어. 엄마도 너 보고 싶었어. Complètement arriver à immerger la personne dans un environnement virtuel synthétique qui est crédible. Alors, si on pose la question à un moment donné, est-ce que vous êtes dans la réalité ou dans quelque chose de virtuel, bien sûr, on n'est pas dans Matrix, on est tout à fait capable de dire ah ben non, là c'est quelque chose de faux, là c'est quelque chose de vrai. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que si on est en fait, avec ces technologies de réalité virtuelle, on va essayer d'aller vers une activité sensorimotrice et cognitive qui est suffisamment pertinente et crédible pour que on croit vraiment ce qu'on va appeler le sentiment de présence. À ce moment-là, on accepte complètement ce qu'on est en train de vivre et on peut le vivre et le ressentir comme si c'était quelque chose de réel. Donc, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces images, Fanny ?
Donc c'est quand même des images, je trouve, assez intrigantes, assez saisissantes de cette altération totale entre la frontière entre le réel et le virtuel. C'est pour ça que la table ronde qu'on va avoir dans un instant avec une des directrices de la technologie et de l'innovation de chez Ubisoft, l'éditeur de jeux vidéo, va être aussi intéressante pour rebondir sur ces phénomènes immersifs. Mais encore une fois, moi ce qui m'intéresse à chaque fois en vous racontant des petites histoires comme ça anecdotiques, c'est de voir toujours la tendance qu'il y a derrière. C'est-à-dire que si on voit ces couloirs comme ça, des Smobies, c'est une petite innovation comme ça de mobilier urbain, mais ça raconte quelque chose, ça raconte l'abandon que l'on a fait en se disant finalement les gens maintenant vont être rivés sur leur téléphone, donc allez, signalons-leur que le feu passe au rouge ou au vert, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi ils sont tous rivés sur leur écran. Le brocoli-tree, c'est cette question de l'exposition finalement des êtres qui nous sont chers, qu'ils soient végétaux ou humains, et de la dangerosité qu'on peut avoir en exposant bien finalement des sentiments, une intimité ou des proches. Le datbot, c'est cette idée de la machine conversationnelle vers laquelle on va tous. C'est-à-dire que, encore une fois, les assistants vocaux sont des choses qui ont été largement développées ces dernières années. Et on les trouve d'ailleurs sur toute l'échelle de la pyramide sociale, la pyramide des âges. C'est-à-dire qu'en Chine, par exemple, il y a beaucoup de lampes intelligentes qui sont utilisées pour faire les devoirs aux enfants, où ce sont encore une fois, des assistants vocaux qui vont dire « Est-ce que tu as bien fait tes devoirs aujourd'hui ? Montre-moi tes devoirs », avec une voix qui est une voix totalement humaine. On retrouve ça aussi dans les maisons de retraite, où finalement les personnes âgées esseulées vont avoir tendance à parler à un assistant vocal qui va leur poser des questions sur leur vie. Ces personnes âgées vont donc y répondre. Plus ça va aller, plus la machine va enregistrer les souvenirs, les expressions, les préférences de cette personne, qui va avoir l'impression de parler à une personne humaine, puisque c'est tout ce qui est fait en ce moment par les industriels et les ingénieurs, c'est de faire en sorte que ces robots puissent ressentir des émotions. Vous savez, il y a un grand fantasme en ce moment dans la Silicon Valley, c'est de nous faire croire que les robots émotionnels peuvent exister, c'est-à-dire que votre Alexa puisse ressentir vraiment des sentiments pour vous. Il ne faut jamais oublier qu'en fait, un robot, c'est comme un aspirateur. C'est-à-dire que finalement, c'est juste un aspirateur un peu évolué ou très évolué, mais votre aspirateur ne ressent pas de sentiments particuliers. Demain, la plus grande des machines anthropomorphiques, la plus grande des machines perfectionnées qui vous donnera l'impression de vous connaître sera et restera un aspirateur. Donc il faudra quand même garder ça à l'esprit. Et puis enfin, pour terminer cette petite présentation, la question du transhumanisme, c'est une question qui est aussi centrale. Quand vous regardez bien ce que j'appelle les architectes de la Silicon Valley, les architectes du Nouveau Monde, tous ces gens que vous connaissez, parce que leurs noms sont cités plusieurs fois par jour, que ce soit Jeff Bezos, que ce soit le fondateur donc d'Amazon, que ce soit Peter Thiel, les cofondateurs de Google, ils sont tous dans une volonté d'essayer de dépasser leur propre finitude, qui est celle de l'enveloppe humaine, l'enveloppe corporelle, qui malheureusement a une fin. Donc leur obsession, c'est d'arriver à dépasser cette fin-là. Et c'est vrai que lorsqu'on est milliardaire et multimilliardaire et qu'on peut tout avoir, il y a quelque chose qu'on ne peut pas encore s'acheter et s'offrir, c'est la vie éternelle. Donc c'est pour ça qu'ils investissent énormément d'argent pour tenter de reculer cette échéance-là. Et l'une des possibilités, l'une des modalités peut-être de prolonger la vie humaine serait de la prolonger dans un cyberespace, serait de la prolonger dans un espace virtuel. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup du métavers, sans d'ailleurs bien comprendre de quoi il s'agit, et ce sera l'objet, encore une fois, de notre discussion qui va arriver. Mais le métavers, si je le résume simplement, on peut imaginer que notre existence de profil sur les réseaux sociaux, prenons Facebook, puisque je sais que toutes les Fanny ici y sont. Imaginez votre profil Facebook qui d'un coup devient transposé dans un monde où il y a un avatar de vous-même, et cet avatar peut évoluer, peut travailler, peut rencontrer l'amour, peut marchander, peut vivre dans un autre espace, a d'ailleurs toutes vos préférences, vos données, vos souvenirs même. Et donc essayez d'imaginer comment, demain peut-être que le métavers va être un moment du prolongement de l'existence, un prolongement qui a une forme de virtualité et d'absurdité, puisqu'on est bien d'accord que la personne n'existe plus. Mais ça me semblait intéressant de finir sur ce transhumanisme qui est encore une fois une tendance lourde et dont on n'a pas fini de parler,
puisque c'est ici, à cet endroit, que des millions et des centaines de millions de dollars sont investis. Merci de m'avoir écouté. Matrioche.